Le film American Sniper de Clint Eastwood commence sur un toit, en zone de guerre, en Irak. Un sniper, Chris Kyle, repère un homme suspect. Avec sa lunette, il possède une vision que les autres n'ont pas. Il enferme cet homme dans son monde. Le son traduit cet isolement. En suivant la cible dans sa visée, il repère une femme qui donne une grenade à un enfant, lequel se dirige en courant vers une troupe américaine en patrouille. Kyle a quelques secondes pour éliminer l'enfant, sa première victime. Quelques secondes pour écrire sa légende, ou tout perdre s'il se rate, comme son coéquipier le lui rappelle. Why is this being put back on me all of a sudden? He's the one who tried to steal my car. All of a sudden, I'm the bad guy in this. À la fin des années 2000, Clint Eastwood a entamé une série de films qui se répondent. En effet, son premier film testamentaire, Gran Torino, a donné l'impulsion à une suite de films dont certains, comme La Mule et Crime Macho, laissent entrevoir la possible fin d'un Clint vieillissant, comme s'il tirait à chaque fois un ultime barreau d'honneur. Realign all the stars above my head, wanting sign. En parallèle, il a entamé une succession de portraits d'hommes, tantôt historiques, tantôt contemporains. J. Edgar, Sully, Richard Jewell, ou encore les protagonistes du 15h17 pour Paris. Ce sont des films où se succèdent des figures puissantes, souvent installées dans de hautes fonctions, et des personnages moins connus du grand public. Le point culminant de cette période est sans conteste American Sniper, basé sur l'histoire vraie de Chris Kyle, le sniper le plus redoutable et redouté de l'armée américaine en Irak. Là, pour moi, on est au ras du sol. Et vraiment, on est au ras du sol et bas du front. Parce qu'on parle de fêlure, d'évolution. En France, le film divise et Clint retrouve son statut polémique d'il y a 50 ans. L'incompréhension et la controverse persistent, jusqu'à aujourd'hui encore, ici, dans la rédaction d'Écran Large. Le pire film de Clint Eastwood selon moi, je pense que c'est American Sniper. Je trouve ce film absolument dégueulasse, c'est juste pas possible. Et en plus ça termine dans une partie de Call of Duty qui ne dit pas son nom. Bon, pour sa défense, il dit qu'il n'a pas vu beaucoup de films d'Eastwood. On peut s'étonner que la question soit posée à quelqu'un qui connaît mal la filmographie d'Eastwood, mais passons, ça doit faire partie de leur ligne édito. Petit topo sur Chris Kyle, c'est un Texan typique, fan de rodéo, la Bible toujours à portée de main, amateur de flingues, qui se prend pour un cow-boy. Le 11 septembre 2001 bouleverse les États-Unis, ainsi que les convictions individuelles et collectives. Déjà engagé depuis 1999, Kyle sert en Irak à plusieurs reprises comme tireur d'élite de 2003 à 2009. Officiellement, il a tué 160 personnes, alors qu'il revendiquait 255 victimes, rien que durant la guerre d'Irak. Ah oui, parce que Chris aurait même tué des pillards lors de l'ouragan Katrina en Louisiane. Il devient tellement populaire aux États-Unis qu'on lui attribue le surnom de « la légende ». Il écrit une biographie et les droits sont achetés. David O. Russell et Spielberg ont d'abord été pressentis, mais c'est finalement Eastwood qui réalisera le film que vous avez soit aimé, soit détesté. Chris Kyle et un ami seront plus tard tués par Eddie Ray Roth, condamné à la prison à vie pour ce double meurtre. J'y reviendrai. A noter que la production du film a commencé avant la mort de Kyle. You coming? No, man, I like my life. I'd actually like to make it home alive. Look, it's not my job to go fucking knocking down doors, all right? Those guys picked the wrong fucking job. I'm not doing that shit. All right, well, if I don't see you down there, make sure I don't see you again. Je vous propose une petite revue de presse des articles à la sortie du film. Télérama crie à la propagande, Criticat associe le film à Zero Dark Thirty de Bigelow, ce qui n'est pas inintéressant car il y a des ponts à faire. Libération qui regrette qu'Eastwood ne s'attarde pas sur la complexité de ce monde. Globalement, ce qui manque dans les critiques de l'époque, c'est que personne ne semble situer le film dans la carrière d'Eastwood et s'interroger sur cette période de sa filmographie. Pourquoi réalise-t-il un film sur Chris Kyle, après en avoir fait un sur J. Edgar ou sur les Four Seasons? Est-ce qu'on peut relier American Sniper au reste de sa filmographie, dont les temps forts seraient José Wales, Impitoyable, Un monde parfait ou même Gran Torino plus récemment? La réponse est oui.
D'abord, durant cette période, Clint Eastwood est résolument contemporain dans la forme. Il a traversé le siècle et a pu observer des grands hommes, comme Hoover à l'œuvre. Cette fois, il ne va pas choisir l'allégorie comme il l'a fait pour José Wales, ni l'histoire avec un grand H qui se déroule hors champ, comme dans Un monde parfait. Ici, la grande histoire est au premier plan et il va adopter un point de vue, celui de Chris Kyle, un soldat qui ne se préoccupe pas des enjeux politiques, mais seulement de son microcosme. C'est sans doute le film le plus contemporain de Clint, même s'il a déjà évoqué l'actualité de son pays, notamment dans Impitoyable, où le récit fait écho à l'affaire Rodney King, ou encore dans Invictus, qui sort la même année que l'élection d'Obama. Beaucoup ont reproché à Eastwood de ne pas traiter l'aspect géopolitique dans son film, mais ça n'est pas son sujet. Nous suivons un militaire qui ne s'est posé aucune question, prêt à tuer pour son pays. Il est reconnu pour ce qu'il fait, pas pour ce qu'il est. Pour le reste, comme disait Arthur Penn, nous faisons une guerre après l'autre. Durant cette période, Clint Eastwood revient à une interrogation centrale qui résume peut-être sa filmographie entière. Qu'est-ce qu'un héros américain ? This is the West, sir. When the legend becomes fact, print the legend. He's right, Ranch. L'extrait issu du film de John Ford, L'homme qui tua Liberty Valance, pourrait être une clé pour comprendre en partie la société américaine et sans aucun doute le cinéma américain. Comme nous l'avons évoqué dans notre chronique sur José Wales, Eastwood s'inscrit dans cet héritage fordien. D'abord, il n'hésite pas à le citer, il s'amuse à jouer de cette formule, même dans un film comme Mystic River, qui réécrit la vraie histoire à la fin pour unifier la communauté. It's like I told the girls. Their daddy's a king. And a king knows what to do and does it. Even when it's hard. And their daddy will do whatever he has to for those he loves. Why don't you come down to the VA sometime? Guys will love it. They all know who the legend is. Yeah, that sounds like a good idea. Hey, buddy. Can I tell you something? Your dad, he's a hero. That's right. American Sniper met en scène une légende américaine, à la fois contemporaine et déjà historique. Mais qu'en fait-il réellement ? On a reproché au film d'avoir un ton trop patriotique, voire même d'être une propagande américaine dégueulasse. Comme on vous l'a expliqué dans les précédentes vidéos, le thème de la transmission est omniprésent chez Eastwood, et ce film ne déroge pas à la règle. Et ce qui est transmis, la plupart du temps, c'est la violence. Une violence brute, aveugle, souvent accompagnée d'une Bible, qui reste toujours fermée par ailleurs. Always gotta say something, motherfucker. That Bible of yours, is that bulletproof? Well, the one I put in here? Yeah, I never saw you open it. I assumed. God, country, family, right? I'm better when it's breathing. Eastwood filme un soldat d'élite, doté d'un don indéniable, mais qui devient surtout une figure, presque angélique, sur laquelle les militaires dans un premier temps, puis la société américaine dans son ensemble, vont pouvoir s'appuyer. Il y a là une opportunité d'exploiter son talent pour tuer. À l'opposé, il y a eu le soldat Desmond Doss, célèbre pour avoir refusé de porter une arme. Le mythe de Chris Kyle se construit dans le sang, ce qui est bien plus la norme outre-Atlantique. L'Amérique s'est construite et a été façonnée par la violence. On peut faire un parallèle avec La Porte du Paradis de Michael Cimino, un film qui souligne que l'histoire du pays, souvent romantisée, est aussi celle d'un sang versé et de conflits dévastateurs. La fabrication de cette légende met en lumière une violence qui s'exporte, à travers la création d'un antagoniste, Mustapha. On sait peu de choses sur lui, juste qu'il a une famille et qu'il possède les mêmes talents de tireur que Chris Kyle. C'est son double, son némésis, ou peut-être le produit de la mythologie bâtie autour de Chris Kyle, dont la tête a été mise à prix. Violence engendre violence. Le frère de Chris représente une figure plus fragile, en proie aux doutes et aux incertitudes quant à son choix de s'engager dans l'armée, ce qui illustre les pressions familiales et culturelles qui pèsent sur lui. Cette dynamique souligne comment la violence transmise de génération en génération influence leur vie et leurs décisions. Eastwood montre ainsi une Amérique où la violence est structurelle, sans jugement moralisateur. Le film met en lumière certaines prises de conscience. Comme dans Un monde parfait, la scène d'ouverture trouve son écho plus tard dans le film. Alors que Chris Kyle abat un ennemi, un geste devenu routinier et banal désormais,
comme le souligne la mise en scène, un enfant s'empare de l'arme de l'ennemi tombé. Chris choisit de laisser le temps à l'enfant pour lâcher l'objet, lui offrant ainsi une chance de vivre. C'est l'équivalent du cerf dans un autre film de Cimino, Voyage au bout de l'enfer. Un détail qui remet tout en perspective et déclenche une remise en question profonde pour Chris. Une prise de conscience qui l'incitera, au fil des pertes tragiques parmi ses anciens frères d'armes, à se retirer du front pour soutenir les vétérans américains souffrant de stress post-traumatique. La fin du film mérite qu'on s'y arrête. Comme je l'ai mentionné, Chris Kyle est mort pendant la production. Lui et son ami Chad Littlefield étaient en mission de réinsertion, emmenant un ancien soldat de 25 ans, Eddie Ray Roth, à un champ de tir situé sur un ranch. Au cours de cette session, le jeune vétéran se retourne et tue Chris et Chad. La BD L'homme qui tua Chris Kyle relate bien l'avant et l'après du meurtre, le parcours d'Eddie et la manière dont l'histoire de Chris Kyle a été monétisée. Eastwood ajoutera une scène finale pour inclure cette conclusion tragique. Dans le film, c'est plus épuré. Tandis que Chris dit au revoir à sa femme, un homme l'attend devant sa voiture pour faire la route. Le public, américain en tout cas, comprend qu'il s'agit d'Eddie, et donc de la mort qui l'attend. Son ami Chad est effacé, sans doute car une légende meurt seule. Je vous avoue que c'est un aménagement de l'histoire que je trouve discutable. Et là, générique de fin. Générique qui a été la source de presque toutes les polémiques autour du film. Sur une musique d'Ennio Morricone, Clint Eastwood utilise des images d'archives montrant le cortège funèbre de Chris Kyle. Immédiatement, on lui reproche de rendre hommage à un meurtrier et de faire l'éloge de la violence. Il est important de noter qu'Eastwood utilise des images d'archives de manière exceptionnelle et que dans American Sniper, c'est la seule fois où cela se produit, alors qu'il a choisi de reconstituer toutes les autres scènes. Ça sera plus ambigu dans le 15h17 pour Paris, où les héros de l'histoire réelle jouent leur propre rôle dans la reconstitution. Mais dans American Sniper, aucune ambiguïté. J'active mon point Labro, qui m'avait cité Fitzgerald. La phrase importante que j'ai empruntée à Fitzgerald, « Montrez-moi un héros, je vous montrerai une tragédie ». Et donc c'est ça l'intérêt, ce héros-là va forcément vers la tragédie. Montrez-moi un héros, je vous écrirai une tragédie. En montrant les véritables images du cercueil, entouré des proches en deuil, Eastwood illustre comment, à l'instar de José Wales, la communauté reste unie et soudée par la légende de Kyle, qui a même pris le pas sur son vécu difficile, comme si son statut de héros national et la tragédie de sa mort avaient relégué au second plan le coût personnel de la guerre, le trauma qui touche de nombreux vétérans. Le film met surtout en lumière une tragédie, celle de ce cow-boy aspirant qui se retrouve dans un cercueil, mais pourquoi, ou plutôt à cause de quoi? Ce n'est pas une mort héroïque à la Platoon, liée à l'affrontement direct avec l'ennemi, mais plutôt la mort d'un pur produit du système américain, tué non pas au front, mais dans son propre pays, victime du cycle d'une violence intériorisée. Sa mort devient alors le constat d'un échec collectif de l'Amérique, incapable de gérer les hommes qu'elle a fabriqués pour aller combattre. Qu'est-ce qu'un héros américain? C'est celui qui perpétue la légende à imprimer. Sully, le film suivant d'Eastwood avec Tom Hanks, pourrait se poser comme le pendant d'American Sniper. C'est l'histoire vraie d'un pilote qui a réussi à poser son avion sur le fleuve Hudson après une collision avec des oiseaux qui s'étaient écrasés dans 2 de ses moteurs. 0 mort. Le geste parfait. Un exploit. Salué comme un héros, celui-ci affrontera pourtant un long procès afin de vérifier qu'il n'y ait pas eu d'erreur. Une procédure poussée par les compagnies d'assurance qui ne veulent pas payer pour un héros. Serait-il plus facile pour les institutions américaines de reconnaître la valeur d'un homme quand la menace est clairement identifiable, comme ce fut le cas lors de la guerre en Irak au nom de la lutte contre le terrorisme? On pense aussi à Richard Jewell, héros anonyme qui alerta la police après avoir découvert une bombe artisanale au JO d'Atlanta en 1996. Suspecté par le FBI d'être le poseur de la bombe, il devient l'homme le plus détesté des États-Unis. Les médias ont fédéré l'opinion publique contre lui, ils ont trouvé le bouc émissaire parfait. Il faut bien s'unir face à un ennemi commun. Jewell sera finalement blanchi, même si aux yeux de certains, il restera coupable. Seriously, man. Why do you do it? Well, we take care of each other, right? Comme évoqué précédemment avec Un monde parfait, la fin chez Eastwood est souvent amère. Dans American Sniper, on pourrait y voir une dimension victorieuse. La communauté reste unifiée autour de la légende. Mais la tragédie, tant individuelle que collective, l'emporte. Ce n'est pas un film de propagande,
mais bien une défaite américaine. Who's a legend now? That's a title you don't want. Trust me.